Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. On termine cette semaine déjà par le jour de l'indépendance aux États-Unis, jour de la fête nationale, une date à laquelle Trump, le président américain, aura eu gain de cause par rapport à son projet de loi de finances, le fameux Big Beautiful Bill, ce projet donc qui fixe le cadre budgétaire américain pour les années à venir, les recettes, les dépenses, et qui donc qui est la feuille de route, on va dire économique américaine pour les mois à venir. Ça a donné lieu à des batailles à la Chambre des représentants, au Sénat, et finalement le Congrès l'a adopté, et donc ce projet sera signé par Donald Trump à la fin de cette semaine. Donc ça c'est pour conclure la semaine. On a eu en revanche toute cette semaine des choses liées à la macro américaine, notamment le rapport sur l'emploi qu'on a eu hier, donc un jour avant, hein, habituellement c'est le vendredi, mais cette fois-ci, comme c'était férié le vendredi, on a eu les chiffres de l'emploi un jour avant. Que nous dit ce rapport sur l'emploi américain et pourquoi on s'y intéresse? On s'y intéresse déjà parce que c'est une donnée macro, mais aussi et surtout parce que l'emploi fait partie du mandat de la Fed. Dans ce double mandat emploi et inflation, eh bien, l'emploi est une partie du mandat, et la moitié du mandat de la Fed. Et qu'on connaît la situation tendue entre Jerome Powell et le président américain qui explique que les taux devraient déjà être 200 à 300 points de base inférieurs au niveau actuel, ce qui est absolument stratosphérique évidemment par rapport au niveau actuel, et infaisable évidemment pour la Fed dans le contexte actuel. Et puis Jerome Powell qui explique, tant bien que mal, au président américain à qui veut l'entendre, eh bien que pour l'instant la Fed, par rapport aux données qu'elle reçoit, par rapport aux données qu'elle anticipe, n'a pas les marges de manœuvre pour baisser les taux tout de suite. Et donc ce rapport sur l'emploi, qu'est-ce qu'il a montré justement? Il a montré une forme de résilience. On a 147 000 emplois non agricoles créés donc sur le dernier mois. C'est un bon chiffre, même si effectivement une partie de ces emplois vient du public en fait. C'est pas que de l'emploi privé, mais on a quand même un solde global de création d'emplois qui est largement supérieur à 100 000. On a aussi et surtout un taux de chômage qui était attendu à 4,3% et qui ressort à 4,1% et qui a un peu baissé même par rapport au mois précédent où il était à 4,2%. Donc le taux de chômage, un critère évidemment regardé par la Fed, est toujours dans des zones tout à fait acceptables pour la Fed, et c'est même un petit peu amélioré. Et puis sur la composante salaire, sur la partie salaire, on a une progression en données annuelles à 3,7%. C'est un peu moins fort que les mois précédents où on était plutôt proche des 4%, on est à 3,9% pour être précis, mais ça reste encore un niveau qui ne montre pas de décrochage ou de ralentissement brutal des salaires. C'est plutôt un atterrissage tranquille de la progression des salaires où l'on retrouve peu ou prou les niveaux que nous avions avant l'épisode Covid. Donc on n'est pas en tout cas sur un rapport sur l'emploi qui est de nature à ce stade à inquiéter la Fed, et donc un rapport sur l'emploi qui repousse la probabilité de baisse de taux de la Fed. On rappelle qu'avant la publication de ce rapport sur l'emploi, les probabilités pour une baisse de taux en juillet qu'on mesure, donc à ces probabilités via les futurs sur les Fed Funds américains, on était à 25% de probabilité pour une baisse de taux en juillet, ce qui était donc plutôt faible. Tant qu'on n'est pas au-dessus de 50-60, ça veut dire qu'il y a peu de chances qu'on l'ait, donc on était à 25, ce qui était déjà assez peu probable. Et bien après le rapport sur l'emploi, cette probabilité pour une baisse de taux est tombée à moins de 5%. Donc là, le marché écarte complètement l'hypothèse d'une baisse de taux. On va quand même rappeler, donc on va dire à partir de maintenant, après ce rapport, qu'effectivement la probabilité d'une baisse de taux est extraordinairement faible et qu'il faudrait un concours de circonstances, là aussi absolument exceptionnel, pour que la Fed procède à une baisse de taux en juillet. On rappelle qu'il n'y a pas de réunion au mois d'août et que la réunion suivante c'est en septembre. Et là effectivement en septembre les probabilités sont plus élevées, sont au-delà de 50, même dans la zone des 60-70% pour la Fed. Donc c'est plutôt vers le mois de septembre que le regard se tourne, et qui était déjà tourné avant d'ailleurs, pour une éventuelle nouvelle baisse de taux. Donc, il faudrait, je le disais, un concours de circonstances absolument incroyable pour que, in fine, la Fed puisse baisser ses taux en juillet. Ce qu'il faudrait par exemple, c'est que les deux prochaines publications d'inflation PCE et CPI s'effondrent complètement. Il faudrait que le prochain rapport sur l'emploi qui tombera, donc normalement avant la prochaine réunion de la Fed, soit aussi très mauvais. Il faudrait que toutes les stats de juillet grosso modo soient mauvaises aux États-Unis, et pourquoi pas qu'il y ait des mouvements sur les marchés qui incitent la Fed à bouger un petit peu. Donc mis à part ce cas de figure qui est donc un cas de figure peu probable, normalement effectivement il n'y aura pas de baisse de taux en juillet. Et donc quelle était la conséquence de ça sur les marchés? Eh bien on a vu que les taux américains ont rebondi assez sensiblement dans la foulée de ce rapport sur l'emploi. On a eu quasiment 12 points de base de rebond sur le 10 ans américain, ce qui est un mouvement significatif. On a vu le dollar également se renforcer un petit peu, en traduction claire, que le marché
considère ce qu'on disait à l'instant, très peu probable, une nouvelle baisse de taux, que la Fed puisse reprendre rapidement ses baisses de taux. Sachant également, il faut se souvenir que avant ce rapport sur l'emploi, nous avions eu il y a quelques jours la publication des chiffres d'inflation PCE notamment. PCE, c'est donc la mesure d'inflation principale pour la Fed, celle qu'elle utilise dans ses projections, et on se souvient que l'inflation core PCE notamment, l'inflation sous-jacente aux États-Unis, c'est-à-dire hors alimentation, hors énergie, avait même rebondi en données annuelles d'un mois à l'autre. Donc une inflation qui rebondit un peu et un rapport sur l'emploi toujours plutôt solide, eh bien ça donne effectivement peu de chances que la Fed bouge. Et du coup, ça entretient, ça va même aiguiser, j'ai envie de dire, les tensions entre Trump et Powell. On a vu toute la semaine écoulée, quasiment tous les jours, des attaques de Donald Trump, soit via des médias, soit via son réseau social, des attaques contre Jérôme Powell, le qualifiant de personne à faible QI, de personne stupide, exigeant sa démission immédiate, voilà le genre de propos de Donald Trump. Donc, et puis aucune défense de la part des membres de son administration, que ce soit Scott Bessent, qui est un peu plus politique, un peu plus diplomate, qui n'emploie pas ces termes-là, mais qui fait comprendre qu'il aimerait aussi que la Fed baisse ses taux, d'autres qui sont totalement acquis à Trump, je pense au conseiller économique ou évidemment au vice-président ou autres, qui embrayent sur les mêmes types de vision de Donald Trump par rapport à la Fed, et donc une remise en cause très claire de l'indépendance de la Fed, quand autant de membres d'une administration considèrent et jugent publiquement que la Fed fait mal son boulot, il y a effectivement une remise en question de cette indépendance. Donc ça, est-ce que ça a une influence sur le marché, cette remise en cause de l'indépendance? Disons que tant que ce ne sont que des mots, le marché peut composer avec. Si effectivement on commence à avoir des conséquences, par exemple, quelque chose qui semble impossible pour l'instant, mais une démission, par exemple, de Jérôme Powell avant la fin de son mandat, ça pourra avoir des conséquences par contre. Donc voilà, tant que ça reste à l'échelle de mots, normalement, le marché fera avec parce que Trump légalement ne peut pas renvoyer Jérôme Powell, mais par contre, ce à quoi le marché pourrait réagir, par exemple, c'est si un nouveau président de la Fed était nommé rapidement, très rapidement, et qui commencerait à véhiculer des messages totalement opposés à ceux de Jérôme Powell avant même son entrée en fonction. Ça, c'est le genre de choses qui pourrait aussi parasiter le message de la Fed de Jérôme Powell et du coup provoquer quelques turbulences dans le marché. Donc c'est toujours à surveiller. Tant que ça s'arrête aux mots, normalement, ça n'a pas trop de conséquences. Si ça commence à se transformer en acte, d'émission ou nomination rapide d'un nouveau président, même s'il n'entrera en fonction que dans quelques mois, même dans un an, donc, si ça doit être le cas, c'est à la fin du printemps prochain que le mandat de Jérôme Powell s'arrête. Là, ça pourra avoir des conséquences. Donc, à surveiller quand même. On a eu cette semaine donc de la macro, on le disait avec le rapport sur l'emploi, mais également les chiffres ISM. Donc, on rappelle les indices ISM. On a deux gros indices. Indice manufacturier, indice dans les services. Les services, c'est un 3/4 de l'économie américaine, donc plus de 80%. Le manufacturier, donc c'est une autre partie, mais donc c'est vraiment les services qui pèsent lourd. Si on s'arrête quand même un peu sur le manufacturier, ce que l'indicateur nous a montré cette semaine, c'est qu'il était toujours contracté, donc en dessous de 50, ce qui est un signe toujours de faiblesse un peu du secteur manufacturier américain. Et dans ces composantes du manufacturier, dans ces composantes de l'ISM manufacturier, on voit que la composante de prix reste toujours élevée. Et ça, et que la partie nouvelle commande est toujours contractée. Donc on est sur un indicateur qui reste faible. Pour les services également, on a eu alors la petite bonne nouvelle, c'est que ça a un peu rebondi par rapport au mois précédent. On rappelle que le mois précédent, on avait une contraction surprise de l'ISM service, il était passé en dessous de 50, donc attention quand ça passe sous 50, signe potentiellement d'une contraction de l'activité dans le secteur concerné. Là, le petit rebond qu'on a eu donc sur le dernier ISM, il passe à 50,8, donc c'est plus une zone de contraction, mais tant qu'on flirte avec la zone 50, ça reste un indicateur qu'on peut qualifier dans une zone peu favorable, qui traduit quand même une forme de ralentissement donc à venir. Les indicateurs ISM, c'est ce qu'on appelle les indicateurs soft, donc c'est les enquêtes, et qui sont censés donner une vision du secteur dans les mois à venir, vu qu'on va sonder directement les directeurs d'achat, les chefs d'entreprise dans ces enquêtes. Donc c'est vrai qu'un ISM service qui reste autour de 50, un peu au-dessus, un peu en dessous, ça pointe quand même vers ce que les instituts économiques, l'OCDE, la Banque mondiale et d'autres, la Fed aussi, pointent dans leurs prévisions, c'est-à-dire plutôt un ralentissement de l'économie américaine au deuxième semestre qu'une réaccélération. Et donc, on verra du coup la semaine prochaine les
premiers résultats d'entreprise qui vont commencer à arriver pour le deuxième trimestre, mais aussi les projections, hein, qui comme d'habitude nous intéressent beaucoup, les projections, parce que les entreprises nous donnent un peu leur vision, hein, de leur secteur et de leur performance anticipée dans les mois qui suivent. Donc voilà pour cette semaine sur les indicateurs ISM. On a d'autres données sur l'emploi cette semaine, alors, d'autres pas terribles, le chiffre ADP, donc les créations d'emplois, chiffre privé, hein, de l'entreprise ADP, chiffre en dessous de 50, chiffre en dessous de 0, donc en moins de 33 000, mais bon, le sentiment a été compensé par le rapport sur l'emploi. On a eu un bon chiffre JOLTS également, le chiffre JOLTS qui montre le niveau des emplois disponibles aux États-Unis, qui est resté aussi, qui a même rebondi assez sensiblement par rapport au mois précédent, donc plutôt une bonne donnée. On note quand même que les inscriptions au chômage, ça c'est une petite tendance qu'on observe depuis quelques mois, elles sont en train de grimper de manière un peu tendancielle depuis quelques mois, mais elles ne grimpent pas de manière verticale, vous voyez, c'est pas une dégradation immédiate, hein, mais on note quand même que par rapport à des schémas d'il y a quelques mois, on a des inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont quand même un peu plus élevées qu'il y a par exemple 3 mois ou 4 mois. Voilà. Donc ça c'est à noter, ça peut traduire une petite musique de fond sur le marché de l'emploi qui reste pour l'instant correcte, mais où les fondamentaux seraient quand même plutôt en train de ralentir que de réaccélérer. Ce qui ne serait pas illogique dans la phase actuelle économique américaine qui est quand même soumise à pas mal de politiques assez, on va dire, erratiques, assez changeantes de la part de l'administration. Et donc, voilà, un ralentissement de l'emploi avec des prévisions macro qui ralentissent un petit peu et des indicateurs d'activité qui là aussi sont un peu plus faibles, c'est probablement le tableau de ce qui nous attend pour l'économie américaine au second semestre. On ne parle pas de récession, mais probablement un ralentissement économique. Autre sujet important pour les marchés cette semaine, c'est les questions commerciales avec Donald Trump, hein, qui a rappelé que la deadline du 9 juillet pour les accords commerciaux, pour l'instant était maintenu. On sait que ça peut changer, mais pour l'instant, Donald Trump dit que cette date ne sera pas prolongée. Ce qu'il a indiqué donc ces dernières heures, c'est que des lettres allaient partir à 10 à 12 des partenaires commerciaux américains, notamment les plus importants probablement. On pense à l'Europe, au Japon ou autres, qui n'ont toujours pas de deal et d'autres gros pays d'ailleurs, hein, qui n'ont toujours pas non plus de deal avec les États-Unis. Finalement, il y a très peu de deals avec les États-Unis. Hein. Il y a beaucoup plus de gros pays qui n'ont pas fait de deal que de pays qui ont fait un deal. Mais donc, on se rapproche à toute vitesse de cette deadline du 9 juillet. Donc, est-ce qu'on va entrer en collision frontale une nouvelle fois entre Trump et les partenaires commerciaux, comme c'était le cas au mois d'avril? On verra. En tout cas, soit il va falloir qu'on ait un déluge d'accords commerciaux là, avant le 9 juillet, c'est-à-dire la semaine prochaine, soit effectivement, si la deadline n'est pas prolongée, des tarifs seront prononcés de manière unilatérale par Donald Trump, et sachant que ces tarifs rentreront en vigueur au 1er août, c'est ce qu'il a indiqué. Donc un des sujets du jour, vendredi, donc aujourd'hui, là j'enregistre le podcast, il est 15h45 à peu près. C'est l'envoi de ces lettres donc, hein, qui rappellent à ceux qui n'ont pas encore donc, fait de propositions aux États-Unis, ou en tout cas des propositions qui seraient jugées insuffisantes. Donald Trump dit voilà, à partir de telle date, vous aurez tant de taxes commerciales, et ces lettres donc, sont donc envoyées aujourd'hui. Il y a 10 à 12 lettres, hein, fait savoir Donald Trump dans ses communications. Voilà pour ce rappel sur les questions commerciales. On a quelques propos de membres alors déjà de Jérôme Powell lui-même, hein, on parle tard de la Fed, on revient un peu là-dessus parce que c'est un sujet important. Jérôme Powell qui a indiqué lors du forum de la BCE à Sintra, où étaient présents d'autres banquiers centraux, dont Christine Lagarde, il a reparlé de la situation domestique américaine, indiquant que il ne peut pas dire si le mois de juillet était totalement écarté pour une baisse de taux. Il a dit, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de baisse de taux en juillet, mais il dit que voilà, il rappelle qu'il y a une solide majorité au sein du FOMC, donc il rappelle bien que c'est pas lui qui prend tout seul les décisions, c'est bien le FOMC, hein, ce comité de politique monétaire qui prend les décisions, et il rappelle qu'il y a une solide majorité au sein du FOMC pour qu'il n'y ait pas de hausse de taux, de baisse de taux en juillet, et que ce soit plutôt plus tard dans l'année. Donc c'est vrai que il dit on est dépendant des données économiques. Voilà, donc tant que les données économiques ne montrent pas de signaux d'une faiblesse plus prononcée quelque part sur le front de l'inflation, sur le front de l'emploi, effectivement, il fait comprendre qu'il n'y aura pas de baisse de taux, mais il rappelle bien que les décisions se prennent, c'est une manière de rappeler que les décisions se prennent au sein d'un comité, hein, parce que souvent Trump personnalise à la Fed par le visage de Jérôme Powell, et il l'attaque que lui d'ailleurs. Hein. Jérôme Powell rappelle que ces décisions ne se prennent pas unilatéralement et à lui tout seul, hein, que c'est bien une décision de comité de politique monétaire.
Autre déclaration dans Banquier Central cette semaine qu'on a retenue, c'est celle de Guindos, un membre de la Banque Centrale Européenne, qui a expliqué que à ce stade, il n'y a pas de nouvelle baisse de taux nécessaire pour soutenir l'économie européenne. Il a indiqué que ce dont l'économie européenne a besoin, c'est surtout de la stabilité. Et parlant de cela, il fait évidemment, je pense, référence en bonne partie à la stabilité des questions commerciales par rapport aux États-Unis. Voilà, donc en tout cas, on sent qu'au niveau de la BCE, maintenant quelques voix commencent à se faire entendre sur le fait que voilà, on a déjà bien baissé les taux et que désormais probablement des pauses et pendant quelques temps s'imposeront et que c'est pas en baissant beaucoup plus les taux tout de suite que en tout cas c'est pas un besoin immédiat. Voilà. Donc ça c'était une petite phrase à noter. On le savait un petit peu quand même que effectivement on a quand même bien baissé les taux, qu'à un moment donné il faudrait ne plus les baisser. Ça pourra reprendre un peu ensuite, je pense, mais là c'est pas d'actualité. On sait que la BCE aussi surveille le niveau d'échange. Plusieurs membres de la BCE ont parlé de la BCE, ont parlé de niveau des 1,20. Grosso modo pour dire que jusqu'à 1,20 c'est tolérable, au-delà de 1,20 il faudrait voir. Donc on sait que la BCE n'intervient pas dans le marché d'échange, elle n'intervient pas au spot comme peut le faire par exemple la Banque du Japon ou la Banque centrale suisse, mais quand elle désigne comme ça un niveau, c'est qu'à un moment donné, elle considère qu'au-delà de ce niveau des 1 euro égale 1,20 dollars, que ça peut poser un problème économique pour les exportateurs, etc. Même si 1 euro fort, finalement n'est pas mauvais pour le secteur industriel dans l'approvisionnement des matières premières. L'énergie, si on la paye en dollars et avec 2 euros initialement, plus l'euro est fort, moins l'énergie on la paye cher, surtout quand le pétrole a beaucoup baissé et le gaz. Là par contre pour les industries européennes, le prix de l'énergie qui rentre est quand même nettement moins cher. Donc c'est quand même un avantage malgré tout d'avoir un euro fort, mais c'est vrai que pour les exportations par contre, là ça peut créer un désavantage compétitif, notamment si le dollar continue de baisser beaucoup. Donc on sent que ce niveau, et c'est pas qu'on sent, c'est qu'il a été désigné comme tel par quelques membres de la BCE cette semaine, la zone des 1,20. On rappelle qu'on est aux alentours de 1,18 là en cette fin de semaine sur l'eurodoll. Donc voilà, le 1,20 c'est la zone, peut-être que le marché ira la tester, mais on sent que la BCE, au-delà de ça, commencera à s'exprimer pour montrer son désaccord sur le fait que l'euro puisse aller plus haut. Et une fois que la BCE commence à le montrer, c'est qu'elle ensuite pourra prendre aussi des mesures, pas d'intervenir au spot, mais par des communications ou peut-être par des nouvelles baisses de taux, décider de. Parce qu'on rappelle qu'il y a un peu une forme d'anomalie quand même, d'avoir un euro aussi haut. Alors moi je ne dis pas que c'est une anomalie, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais si on regarde que par rapport au niveau des taux, vu que les taux américains sont bien plus élevés que les taux européens, la BCE a beaucoup plus baissé ses taux que la Fed, effectivement, avoir un euro qui, dans un contexte où les taux européens sont très bas, grimpe, ça peut surprendre. Et effectivement, on avait déjà expliqué dans les podcasts précédents que la vigueur de l'euro vient de deux choses. Déjà, le fait que les investisseurs, et ça se mesure via les flux d'investissement actions sur la partie européenne, les investisseurs mondiaux ont trouvé une zone de stabilité sur la partie européenne, alors que les États-Unis sont perçus comme une zone plutôt turbulente depuis quelques mois. Donc, une zone un peu d'îlot comme ça de stabilité qui plaît aux investisseurs. Ça se voit dans les flux, ça se voit dans les performances actions aussi. Les marchés européens ont surperformé de 15% les marchés américains sur les 6 premiers mois de l'année. Et ça se voit du coup aussi au niveau de l'euro. L'euro qui est recherché là aussi un peu comme la devise stable en ce moment, alors que le dollar est vendu par rapport à une vision un peu plus erratique de la trajectoire américaine depuis quelques mois. Donc voilà, c'est ça la résultante aussi de l'euro, mais c'est vrai que ça va paraître un peu paradoxal par rapport au niveau des taux, mais c'est aussi un comportement des investisseurs qui vont chercher un peu plus la stabilité européenne, même si la croissance est moins forte, il y a quand même une stabilité plus importante qui est perçue actuellement en Europe. Voilà pour ce récap hebdo. Rapidement, en quelques secondes, la semaine prochaine, on aura donc la saison des résultats qui va commencer aux États-Unis. En Europe aussi, des résultats vont arriver, mais on va beaucoup surveiller la partie américaine par rapport à la trajectoire économique. On aura lundi des chiffres de la production industrielle en Allemagne, la confiance des investisseurs en zone euro, donc un indice de confiance des investisseurs. On aura également le sommet des BRICS qui va avoir lieu. Mardi, décision de la Banque d'Australie sur ses taux, donc ça c'est pour ceux qui traitent le Forex, dollar australien ou autre, décision de la Banque d'Australie. On aura également mardi la balance commerciale allemande. On aura également, mardi soir, on va le surveiller ça, vu qu'on surveille un peu les consommateurs depuis quelques mois aux États-Unis qui ont un peu moins la frite, semble-t-il, d'après les dernières données que l'on observe. On va surveiller les montants de crédit. Il y a une donnée le mardi soir là, qui sera publiée, qui s'appelle Consumer Credit, et donc ça mesure le volume de crédit utilisé par les Américains. Donc intéressant à surveiller comme baromètre de la consommation potentielle. Mercredi, on aura le rapport sur la stabilité financière de la Banque d'Angleterre. Pourquoi ça va nous intéresser? Parce qu'on a vu un petit épisode cette semaine, j'en ai pas parlé, mais de rebond des taux britanniques qui nous ont rappelé, alors pas avec la même ampleur, attention quand même, mais qui nous ont rappelé un petit peu l'épisode de Liz Truss. Souvenez-vous, c'était cette ancienne ministre britannique qui avait eu un passage éphémère au gouvernement parce que le plan qu'elle avait proposé, le plan fiscal, le plan budgétaire était totalement intenable. Ça avait fait paniquer les marchés obligataires, la livre s'était crachée, les obligations britanniques s'étaient crachées et la Banque d'Angleterre avait dû intervenir. De mémoire, c'était en 2022 cet épisode.
Donc là, on a vu quoi cette semaine? On a vu une ministre britannique en larmes derrière enfin, au moment d'une session au Parlement britannique. Et ça n'a pas plu au marché. Et ça a commencé à vendre un petit peu la dette britannique sur les marchés à ce moment-là. Donc je dis que c'est quand même moins fort que Liz Truss il y a quelques années, parce que le bourg obligataire n'était pas non plus aussi important que ce qu'on avait observé en 2022. Mais malgré tout, voilà, on va quand même surveiller un petit peu ça, parce que au Royaume-Uni, la croissance n'est pas extraordinaire. Quelques questions quand même toujours un peu comme aux États-Unis, hein, sur la trajectoire budgétaire, trajectoire fiscale. Donc voilà, on va surveiller ce rapport sur la stabilité financière de la Banque d'Angleterre qui peut être intéressant. Mercredi, toujours important de surveiller les minutes de la Fed, donc le compte rendu de la dernière réunion de la Fed. Jeudi, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. Quelques speakers de la Fed jeudi après-midi. Vendredi, PIB britannique, là encore, données britanniques, et puis tout ce qui est aussi au niveau Royaume-Uni, des indications sur l'activité dans les services, production industrielle ou autre. Donc une journée de vendredi assez axée sur tout ce qui est actif britannique, donc Royaume-Uni, donc on surveille la livre, on surveillera aussi les indices britanniques, parce que la journée sera surtout focalisée là-dessus. Excellent week-end à tous, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.